Deuxième partie de Frontal. Le numéro de ce jour est consacré aux Comores, où les électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 14 janvier pour élire le président de la République, de même que les gouverneurs des îles. Je rappelle que le représentant de la majorité présidentielle n'a pu se rendre disponible pour participer à cette émission, ce qui explique son absence. Alors, chers invités, M. Abdillah était en train de nous expliquer comment le système électoral était confisqué. Le processus électoral, de par le passé, était confisqué, mais je lui laisse la responsabilité, bien entendu, de ces déballages. Beaucoup de choses ont été dites. Vous vouliez répondre à quelques éléments oui, qu'il a évoqués. Je voudrais quand même apporter un petit éclaircissement par rapport à ce qui a été dit à notre frère. Par rapport à Soumani, Azali, et Mouni Baraka et Fahmi. C'est-à-dire que Azali, il était dernière position, mais lorsqu'il voulait l'avancer un petit peu, ils étaient obligés de faire retrait à M. Fahmi. Parce que Fahmi, il devait être premier. Donc, ils ont fait exprès de faire sortir Fahmi et faire avancer Azali. Bon, c'est juste l'éclaircissement que je voulais apporter. Très bien. Ça, c'est le passé. On ne va pas revenir sur le passé. Est-ce que le même système demeure aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, le système de fraude, entre guillemets, dont parle M. Abdillah, je lui laisse la totale responsabilité de ce qu'il dit, moi j'en sais rien, je ne suis pas habilité à juger votre système électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même fonctionnement aux Comores et qui pourrait faire craindre que le même hold-up électoral, entre guillemets, se reproduise? Oui, tout est possible. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est ce que d'ailleurs propose le candidat Mouni Baraka, oui, pour éviter que de telles choses... Ce qu'il propose, c'est quoi? Alors, vous savez, aujourd'hui, on a un code, notre loi électorale, qui précise que les membres de la CENI sont nommés, en sa totalité en tout cas, par l'exécutif. C'est-à-dire que le président de l'Union nomme 5 membres. Oui. Et ainsi de suite, le président de l'Assemblée, plus le gouverneur. Oui. Et quand on regarde sur les 13 membres de la CENI, 12 sur les 13 membres sont issus du régime d'Azali. Ont été nommés par le 5 qui sont nommés par le président et son entourage. Et ce que propose Mouni Baraka, effectivement, pour lutter contre ces genres de choses, c'est de retirer ce pouvoir de nomination du président de l'Union. Comment ça que le président ne doit pas, en tout cas, nommer les autorités chargées soit de veiller au bon déroulement des élections, non, soit... Pas du tout, ne doit pas nommer, pas du tout. Dans tous les pays africains, dans quasiment tous les pays africains, au moins une partie des membres mais dans chaque pays, de la commission électorale... Chaque pays a son mode de vie, a son mode de fonctionnement. Je pense que dans un petit pays comme le nôtre... Et qui doit les nommer finalement? Qu'est-ce que votre candidat propose? Alors, ce que notre candidat propose, c'est que, en fait, il faut qu'ils soient nommés par un collège électoral. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un pays où est composé par des régions où on a des conseils municipaux qui sont élus, on a aussi des préfets, ainsi de suite. Donc, effectivement, il faut pour valoriser cette décentralisation, il faut que ces membres de la CENI proviennent... En tout cas, c'est trop tard maintenant. Oui, là maintenant c'est trop tard. C'est ça ce que j'allais dire. Maintenant, moi ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, vu que l'opposition est mobilisée, parce qu'effectivement, en dehors de celle qui ne veut pas participer, je respecte leur choix, mais quand on regarde aujourd'hui comment la population comorienne est mobilisée et comment l'opposition est mobilisée, il me semble, en tout cas, difficile... Mobilisé pour faire quoi? Pour faire écarter Azali, vous savez. D'accord. Mobilisé pour participer au meeting des opposants ou pour aller aux élections? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient. Alors, la majorité du peuple comorien est consciente de quoi? Que Azali est un candidat néfaste pour l'avenir de notre pays. D'accord. Et que donc, les 5 candidats de l'opposition sont mobilisés, en tout cas, pour éviter qu'il y ait des fraudes électorales. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a 2 scénarios. Soit Azali, en état minoritaire, accepte qu'il a échoué et qu'il parte de manière raisonnable, soit il refuse de partir. Mais c'est là où je n'étais pas d'accord avec mon confrère, c'est que, vous savez, on est dans un pays où le seul moment où le peuple s'exprime, c'est quand il y a des élections. Ça veut dire qu'avant 2024, avant le 4 janvier,
on a essayé de sensibiliser la population. Précisez votre pensée. Soyons concrets. Précisez votre pensée. Monsieur Oulam Atoumani, vous dites, il y a deux scénarios. Soit il part honorablement, ou soit le peuple va le faire partie. Et le peuple veut le faire partie. C'est ce que vous dites en filigrane. Mais il faut préciser quelque chose. Lui, le slogan de campagne du président sortant, c'est un coup KO, c'est trivial mais c'est clair, un coup KO le 14 janvier. Oui, vous êtes en train de nous expliquer quoi? Si la commission électorale dit qu'il a remporté la présidentielle, soit avec 51% ou 52% et plus, c'est qu'il y a fraude. Il faut que le peuple fasse quoi? Le fasse partie comment? Azali, en aucun cas, Azali va gagner ces élections. Ben comment vous le savez à l'avance? C'est impossible, parce qu'il est mal aimé par la population comorienne. On le voit, excusez-moi, on le voit à travers les médias, on le voit dans nos villes, comment il est pourchassé. Ce que j'essaie de dire... Mais je comprends. Ce que j'essaie de dire, M. Togbé, oui. c'est que, en fait... Sauf que on n'a pas très bien compris le scénario, la manière par laquelle vous envisagez... Parce qu'il ne faut pas appeler à l'insurrection dans mon émission. Non, mais, ni au coup d'État. Non, mais je disais... Non, on va appeler soulèvement populaire. Je disais simplement que le seul moment où la population comorienne se soulève, c'est quand il y a des élections. D'accord. Et là, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 2019. Oui, on est en 2024. Beaucoup de choses sont passées, il y a une évolution, ce n'est plus la même génération. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les rues et qui demandent le départ d'Azali, ce sont des jeunes qui, à l'époque, avaient 15-16 ans. Donc cette génération-là n'est plus la même génération que moi. Donc ils ont vu beaucoup de choses qui se sont passées chez nos voisins, des soulèvements populaires, des chutes des régimes. Ouais. Et donc il y a eu une influence. Ben, moi, mon souhait, mon souhait, c'est que les choses se fassent de manière démocratique. Moi, ce que je souhaite... Oui, mais insurrection populaire, c'est pas démocratique. Hein. Ah si, en fait, quand on a un président qui bafoue les droits, qui viole et qui tue son peuple, vous savez, récemment, il n'y a même pas un mois, un jeune a été tué par balle de manière volontaire. Donc, à un moment donné, il faut assumer. Et je pense qu'effectivement, soit il va partir de manière raisonnable, en acceptant qu'il a échoué, soit il ne le fait pas. Quel que soit le résultat. Non, mais il ne peut pas gagner, monsieur. Il ne peut à aucun cas gagner les élections. On est un peu bloqué. Moi, je comprends votre point de vue et votre obsession à ne jamais admettre, à ne pas admettre. Mais on a bien compris. Juste 2 secondes. Pendant cette campagne électorale, l'école publique a fermé. Les enseignants font grève. Oui, mais ça, c'est comment c'est un autre Oui, mais c'est pour vous dire qu'on a un président qui est mal aimé, qui est impopulaire, et qu'on ne voit pas comment il pourrait remporter à part les fraudes. À part la fraude. Et si par malheur ça arrive, bien évidemment que la population comorienne ne va pas se laisser faire. Et effectivement, il va se soulever. Si on reste dans le cadre de la légalité, c'est ce que en tout cas je provoque. Si nous menons notre réflexion en gardant à l'idée que un pouvoir se prend de façon démocratiquement, enfin, pas de façon démocratique, pardon, quel est le schéma que vous proposiez en appelant au boycott de la présidentielle? Parce que eux, ils ont décidé d'y participer. Vous dites, il ne faut pas du tout y participer. Si on n'y participe pas, qu'est-ce qui se serait passé? Il va peut-être remporter cette présidentielle avec 98%, avec un score soviétique, et il ne se passera rien du tout. Vous savez, c'est quoi votre schéma? Oui, voilà, notre schéma, nous, on ne boycotte pas. On combat les élections et Azali. Et le problème, c'est quoi? On s'est dit une chose. En Afrique, on a des voisins, comme dit le docteur, il y a des voisins qui ont fait des élections. Il y a Madagascar récemment, où les oppositions, il y a eu 8 candidats à Madagascar, 9, ils étaient 10, mais ils ont désisté à la dernière minute en sachant qu'on va tricher. Mais qu'est-ce que ça a eu? En réélu, ils ont applaudi, et là, tout va bien. Le peuple a été maté, ça se calme. Non, précisez quelque chose pour qu'on avance. Oui, j'arrive. Vous dites que vous êtes contre l'élection. Le président a été élu en 2019. Son mandat arrive à terme en 2024. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'on fasse du tout d'élection. Non, on veut des élections, mais transparentes. Mais comment on le sait à l'avance? On a demandé à Azali, on l'a envoyé un texte, il y a Ahmed Barouane qui a envoyé un document qui demandait à Azali des conditions pour participer aux élections. On a demandé même les États-Unis de nous assister, l'Union européenne, pour convaincre Azali de faire une élection inclusive, transparente et démocratique. D'abord en libérant les prisonniers.
Il y a Parti Djoua qui participe aux élections. Ils ont un candidat qui sera là. Pour nous, on doit faire une pression dès la rue, une pression populaire pour amener Azali à faire une élection démocratique. Et nous sommes dans leur position, mais après eux. Parce qu'ils nous ont dit, non, nous on y va, parce qu'on ne va pas laisser une boulevard pour aller à la présidence. D'accord. Parce qu'on les respecte, chacun est libre. Moi, j'étais dans ce cas-là quand je voulais aller au député. Une précision, très rapidement. Admettons qu'il n'y avait aucun candidat. Aujourd'hui, le président Azali Assoumani a en face de lui 5 opposants. Admettons qu'il y avait 0 opposant. Le 14 janvier, il va se passer quoi selon vous? S'il y avait 0 opposant, il réfléchirait de ne pas aller aux élections, de ne pas faire les élections. Il appellerait les gens de négocier. Parce que lui, il avait déjà appelé, les gens à faire une concertation nationale. Justement, il y a un point très pertinent dont moi je ne partage pas le même avis que vous, et ce qui est tout à fait mon droit. Là, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Le fait de ne pas pouvoir participer à ces élections-là, c'est favoriser largement Assoumani. Je vous dis une chose, juste un petit exemple. Vous avez le référendum en Tunisie. L'opposition avait boudé. 8%, ils ont participé, mais il est passé. Donc moi, d'après mon analyse politique, je veux dire que nous pouvons y aller sur ces élections-là et les sécuriser nous-mêmes, puisqu'il faut savoir une chose, la plus grande armée, c'est le peuple, la plus grande CENI, c'est le peuple, et la plus grande... Non, mais on oublie, excuse-moi, il y a eu 2019, allez-y. Il y a eu 2019, il y a eu 13 candidats, la même tactique, on ne laisse pas Azali seul. Mais si Azali seul, il va partir. Le 13 candidats, ils ont même manifesté, après, il n'y a rien. Aujourd'hui, ce que moi j'espère, beaucoup de l'opposition, ce n'est pas pareil. C'est après les 14, parce que sur Azali, il est déjà dans l'investiture. Lui, il n'est plus dans les campagnes, lui. Il a préparé déjà l'investiture, il est en avance. Il a invité déjà les gens qui vont passer l'investiture, il va gagner les 14. Il a tout fait. Moi, je pense que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous réclamez un état de droit et que vous voulez une démocratie et que vous ne voulez pas participer aux urnes. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, ce n'est pas convaincant pour la communauté internationale. Donc, nous voulons qu'il nous aide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Regarde au Congo-Kinshasa, 90%. Je comprends tout à fait. Ce n'est pas pareil, en fait. C'est qu'en 2019... avant 2019, il y a eu un référendum constitutionnel en 2018. Oui. Ça veut dire qu'en fait, sur les 13 candidats, aucun ne s'est préparé, puisqu'en fait, les choses se sont passées très, très, très vite. Juillet 2018, référendum. Quelques mois après, même pas 8 mois, des élections présidentielles. Donc oui, l'opposition n'avait pas le temps de se préparer. Là, c'est plus pareil. Ils avaient 5 ans pour se préparer. C'est le cas d'ailleurs de notre candidat, Mouni Baraka. Il a eu le temps de se préparer, bien évidemment, de se demander et de poser toutes ces hypothèses de fraude. Et donc oui, là, on n'a aucune excuse de se dire qu'Azali est capable de s'en sortir cette fois-ci. Donc c'est pour cela. Non mais en tout cas, excuse-moi, est-ce que vous avez des en tout cas, est-ce que vous avez vu la réunion du docteur Salim? Juste un petit éclaircissement. Avez-vous la réunion de docteur Salim, de mon candidat? Plus de 80 000 personnes. Et c'est qui sont partis? C'est tout le peuple. Donc là, moi, aujourd'hui, si on écoute le peuple, si vous êtes là pour le peuple, il fallait participer à ces élections-là. Oui, parce que le peuple s'est déplacé massivement sur la réunion de Dr Salim. Ce n'est pas ça. Il y a une élection. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'on vous a volé la victoire si vous ne participez pas. Oui, c'est ça, bien évidemment. Non, mais on ne peut pas revendiquer quelque chose qu'on n'a pas procédé. La Cour constitutionnelle qui valide les élections, le docteur vient de le souligner, la présidente, Maître Armia, a été virée parce qu'elle a fait comprendre à Azali, qu'on ne licencie pas. Parce qu'il y avait des gens du CRC, c'est-à-dire de son parti, qui ont dit, nous, on veut faire comme ça. Par exemple, l'ancien ministre de Finances, Ali Sechihan, il a viré de son poste. Or, la loi électorale, article 87 de la loi électorale comorienne, interdit les licenciements pendant la période électorale. Lui, il a licencié. Et pire, il a licencié aussi le président de la Cour constitutionnelle comorienne qui valide les élections. Il a la Cour constitutionnelle, il a l'armée et il a la CENI. Il dit vrai. Tout le membre de la CENI, c'est Azali. C'est eux qui vont compter. Mais comment on va sécuriser ces élections? Et c'est en n'y participant pas que ça va changer quelque chose? Non, en les combattant, en appelant les gens d'aller dans la rue et de combattre. Mais ça, on peut le faire après les élections. Soyez... je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu... Je vous dis une chose. Oui. Je vous dis une chose. Une constatation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Azali est chassé dans toutes les villes et villages comoriens, la plus grande. Vous exagérez. J'arrive, la plupart. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, RFI
a fait une émission pour une semaine sur les élections Comores. Une semaine aux Comores. Pour internationaliser les élections afin d'internationaliser les résultats et tout ce qui se passe aux Comores, on n'en parle pas. Ça, c'est des préparations qui sont faites en avance. Moi, je pense qu'il faut être quand même optimiste. Vous êtes en train de nous expliquer, M. Abdillah, et pas seulement M. Atoumani aussi, que si on veut résumer la gouvernance du président Azali Assoumani, c'est que l'homme, il a la même issue sur toutes les institutions du pays, y compris tous les organes en charge de l'élection des élections dans votre pays. Cette gouvernance, elle est chaotique à triple titre. D'abord, sur l'aspect institutionnel, comme nous venons de le dire, il bafoue toutes les règles. Mais il n'y a pas qu'au niveau institutionnel, il y a aussi l'aspect économique. Quand on regarde aujourd'hui comment... Ça, on en parlera dans la troisième partie. Oui. Mais effectivement, si on revient sur l'aspect institutionnel, eh bien, aucune règle depuis 2019 n'a été respectée par Azali. Je vous donne un exemple à l'appui de mon argument, ce qu'il vient de dire mon grand frère. C'est que la manière dont il a mis fin aux fonctions de la présidente de la sanction électorale, c'est absurde. Parce que quand on lit son décret, il a visé des textes qui disent le contraire de ce qu'Azali a fait. Puisque nos textes posent le principe d'abord de l'inamovibilité, qui signifie qu'effectivement, on ne peut pas remplacer ou affecter un magistrat sans son consentement. Ensuite, le texte nous dit, quand on veut révoquer un magistrat, il faut respecter des conditions. D'abord, il faut qu'il y ait l'accord du ministre de la Justice. Et mais après, ça, c'est pas difficile à obtenir. Et c'est pas difficile non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est que ça. Si ce n'est que ça. Non, mais et puis un avis conforme du Conseil de la magistrature suprême. De la magistrature. Mais il faut que cette décision, en même temps aussi, soit justifiée par la nécessité du service. Sauf que dans le décret, ça dit quoi et dans son décret, rien n'est indiqué, rien n'est marqué. Que d'abord qu'il a sollicité l'avis. Est-ce que pour vous, ça traduit quoi? Ça traduit qu'on a un président dictateur. On a un président... Parce que dans un état de droit, il faut que d'abord le président respecte les règles qu'il a lui-même. Puisque quand on regarde aujourd'hui, toutes les lois adoptées par l'Assemblée, notre Assemblée, sont des projets de loi. C'est-à-dire qu'on a une assemblée monocolore et que toutes les lois que cette assemblée a adoptées sont des lois issues ou qui émanent en tout cas de l'exécutif. C'est-à-dire qu'en fait, Azali a eu le temps de préparer ces textes, de connaître ces textes, d'aménager, d'amender, de revoir ces textes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait de manière consciente. Donc il le fait de manière volontaire. Et cela, c'est cela qui nous inquiète. C'est pour ça qu'effectivement, on se pose la question, s'il est capable, en un mois, de limoger la présidente de la section électorale et constitutionnelle, qu'est-ce qu'il ne sera pas capable de faire demain pour le résultat? En tout cas, nous, on croit au peuple. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer d'en parler. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.